à ses activités politiques et syndicales. Mesdames, Messieurs, il est mort à 99 ans, dans un silence presque absolu. Aucun hommage national, aucune alerte en une des journaux télévisés. Pourtant, Léon Landini fut torturé par la Gestapo, condamné à mort par le régime de Vichy et a risqué sa vie à 16 ans pour libérer la France. Jusqu'à la fin, il n'a jamais cessé de dénoncer ce qu'il appelait les trahisons morales de la République. À ceux qui, selon lui, manipulaient la mémoire de la résistance, il opposait des mots durs. À Sarkozy, à Valls, à Le Pen, il disait « Je ne vous pardonnerai jamais ». Et ces mots, chers téléspectateurs, il les écrivait noir sur blanc avec une rage calme mais intraitable. Aujourd'hui, nous levons le voile sur un homme qui a tout donné à son pays et qui, en retour, n'a obtenu que l'oubli. Voici l'histoire de Léon Landini, le résistant que la France officielle n'a pas voulu honorer. Léon Landini naît le 9 avril 1926 à Saint-Raphaël, dans le Var. Fils d'Aristide Landini, un maçon italien ayant fui le fascisme de Mussolini, il grandit dans un foyer modeste mais imprégné d'idéaux de justice et de résistance. Très jeune, il entend parler des purges politiques en Italie, de l'exil de son père et de l'engagement nécessaire contre la tyrannie. En 1942, à tout juste 16 ans, il rejoint les FTP-MOI, une branche de la résistance communiste composée de travailleurs immigrés. À Lyon, il dirige des actions de sabotage contre les troupes nazies et les infrastructures ferroviaires allemandes. C'est là qu'il est arrêté par la police française collaborationniste. Détenu, torturé, battu par la Gestapo, il ne sait de rien. Il survit, mais garde toute sa vie les cicatrices visibles et invisibles de cet épisode. Après la guerre, il rejoint le Parti communiste français. Mais contrairement à d'autres résistants devenus députés ou ministres, Landini reste dans l'ombre médiatique. Il milite dans des associations, intervient dans les lycées pour témoigner et devient président du PRCF, pôle de renaissance communiste en France. Sa parole, pourtant droite et passionnée, n'a jamais été convenue. Il fustige le capitalisme, dénonce la montée de l'extrême droite et alerte contre l'oubli historique. Ses interventions sont parfois considérées comme dérangeantes, notamment dans un paysage médiatique de plus en plus ascétisé. Pourtant, dans les cercles militants et chez les historiens de la résistance, Landini est une figure de proue. Il incarne une parole libre, intransigeante, issue du terrain. Son refus de se compromettre, son mépris affiché pour les compromis politiciens, lui valent à la fois le respect des siens et le silence des institutions. Il n'a jamais cherché les honneurs, mais s'indignait que ses camarades tombés soient utilisés par les gouvernants à des fins partisanes. Lorsqu'en 2007, Nicolas Sarkozy rend hommage à Guy Môquet sans évoquer l'engagement communiste du jeune résistant, Landini explose d'indignation. Il publie alors une lettre ouverte restée célèbre, accusant le président de réécrire l'histoire pour mieux la domestiquer. Landini ne cesse jamais d'écrire, de signer des tribunes, de se battre pour la vérité historique. En 2013, il s'oppose fermement à toute tentative de réhabilitation de Philippe Pétain, qu'il considère comme l'un des bourreaux de ses camarades. Son verbe est tranchant, son ton est ferme, mais toujours porté par une mémoire vivante. Il affirme « Ceux qui veulent blanchir Vichy insultent nos morts ». Dans sa maison modeste du sud-est de la France, Landini reçoit les jeunes, les curieux, les étudiants. Il leur raconte sans filtre les heures les plus sombres de notre histoire. Il évoque les fusillés, les camarades qui ne sont jamais revenus. Il garde précieusement les photos, les lettres, les médailles. Mais ce qui compte pour lui, c'est le devoir de transmission, pas la gloire personnelle. À l'heure où les témoins de la Seconde Guerre mondiale disparaissent, Léon Landini devient une exception. Sa longévité, son engagement jusqu'au bout, son refus de la résignation font de lui un repère moral. Mais c'est aussi cette fermeté intransigeante qui le maintiendra à distance des projecteurs officiels. Pas de Légion d'honneur en grande pompe, pas de documentaire de France 2, juste la fidélité de ceux qui l'ont connu et la crainte qu'un jour, tout ce qu'il représentait soit balayé par les vents du révisionnisme. Si Léon Landini suscitait tant de respect parmi les anciens résistants, c'est aussi parce qu'il refusait catégoriquement d'oublier ou de pardonner. Dans les dernières décennies de sa vie, il est devenu l'un des rares témoins à dénoncer avec véhémence ce qu'il considérait comme des trahisons institutionnelles. En 2007, lorsque Nicolas Sarkozy, alors président, prononce un vibrant hommage à Guy Môquet, jeune résistant fusillé, Landini réagit violemment. Non pas contre l'acte lui-même, mais contre l'omission volontaire de l'engagement communiste du jeune martyr.
Dans une lettre ouverte publiée dans l'Humanité, il accuse le chef de l'État d'avoir volé la mémoire de ses camarades à des fins politiciennes. Pour Landini, c'est un acte impardonnable. Il en va de même pour Manuel Valls. Lorsque l'ancien Premier ministre exprime son soutien à la politique d'Israël lors de bombardements sur Gaza, Landini voit rouge. Pour lui, ce n'est plus un débat diplomatique, mais une compromission morale. Il déclare publiquement « Un homme qui se prétend républicain et qui cautionne les crimes d'un État ne mérite pas notre respect ». Ces propos font réagir. Certains le jugent excessif, mais pour Landini, il s'agit de cohérence avec l'idéal de justice qu'il a défendu toute sa vie. Il ne peut accepter le silence face à ce qu'il appelle l'oppression contemporaine. Son mépris envers l'extrême droite est encore plus tranché. Marine Le Pen et le Rassemblement national représentent à ses yeux la continuité d'une idéologie qu'il a combattue les armes à la main. Il affirme « Même repeint, le Front National reste un danger pour notre République. Je ne leur pardonnerai jamais l'héritage de haine qu'ils perpétuent. » Il multiplie les interventions dans les colloques, les émissions de radio militantes, les publications sur les réseaux engagés. Pour lui, l'extrême droite n'est pas une opinion parmi d'autres, mais une menace directe contre l'héritage des résistants. Mais l'un de ces affrontements les plus inattendus a lieu avec le philosophe Alain Finkielkraut. En 2016, sur France Culture, Landini s'oppose frontalement à lui au sujet des politiques de sécurité et des discours stigmatisants envers les musulmans. Finkielkraut plaide pour un discours de vérité sur l'islam, tandis que Landini y voit un écran de fumée pour justifier des mesures liberticides. L'échange est tendu et Landini quitte le plateau furieux, accusant le philosophe d'alimenter un climat de peur utile au pouvoir. Plus étonnant encore, son refus absolu de tout discours tendant à relativiser la responsabilité de Philippe Pétain. Pour Landini, le maréchal de Vichy est l'homme qui a signé la condamnation de mes camarades. Lorsqu'un débat parlementaire évoque la possibilité de reconnaître le rôle de Pétain dans la Première Guerre mondiale, Landini publie un texte glaçant. « Honorer celui qui a livré nos camarades à la Gestapo ? Ceux qui le réhabilitent aujourd'hui insultent nos morts. » Ce qui frappe dans ces prises de position, c'est leur constance. Même à plus de 90 ans, Léon Landini continue de signer des tribunes, d'écrire aux ministres, de participer à des colloques universitaires. Il n'y a aucune aigreur personnelle dans ses propos, mais une fidélité inébranlable à des principes. Là où d'autres ont évolué, tempéré, renoncé, lui reste droit. Et ce refus du compromis le rend à la fois admiré et isolé. Ses adversaires idéologiques ne lui répondent plus. Ils l'ignorent, le laissent parler dans le vide, espérant que le temps finira par faire taire cette voix incommode. Mais dans certains cercles militants, dans quelques amphithéâtres d'université, dans les pages de journaux oubliés, son nom circule encore. Léon Landini est devenu l'un de ces rares hommes que l'on ne peut pas instrumentaliser. Un témoin qui refuse d'être utilisé et surtout un résistant qui ne pardonne pas. Et c'est peut-être là que réside le véritable scandale. Dans un monde où la mémoire est souvent tordue pour servir le présent, Léon Landini s'est dressé jusqu'à son dernier souffle comme une sentinelle intraitable de l'histoire. Les dernières années de Léon Landini furent marquées par une solitude à la fois choisie et imposée. Vivant dans une maison simple à proximité de Nice, il poursuivait ses engagements à distance, répondant aux sollicitations par courriel ou par lettres manuscrites, mais sans plus apparaître en public. Le monde avait changé. Les médias ne tendaient plus le micro aux anciens résistants que pour des commémorations stériles. Landini, lui, ne voulait pas être un témoin muet. Il refusait les cérémonies sans discours, les hommages creux, les médailles données par des gouvernements qu'il réprouvait. Il n'était pas amer, mais intransigeant. Et cette fermeté le rendait peu fréquentable dans les cercles officiels. La presse nationale le sollicitait de moins en moins. Ses interventions étaient relayées par des sites militants, des journaux d'extrême gauche ou des associations mémorielles. Il s'en accommodait. « Ce n'est pas la notoriété que je cherche, mais la vérité », avait-il dit à un journaliste de l'Humanité dimanche. Ce qu'il redoutait par-dessus tout, c'était l'effacement progressif de l'histoire réelle. Il répétait souvent que les plus jeunes finiraient par croire que la résistance avait été une aventure consensuelle, que les collabos n'avaient été qu'une poignée honteuse et que la mémoire officielle ferait de Pétain un vieux monsieur mal compris. Ces perspectives l'insupportaient. Dans les échanges avec des historiens ou des militants, il répétait que
Pardonner, c'est parfois trahir ceux qui ne sont plus là pour se défendre. Il ne supportait pas la banalisation des discours racistes, ni le relativisme face à la violence d'État. Il refusait les invitations à débattre avec des figures du Rassemblement national. « Je ne dialogue pas avec ceux qui veulent effacer mes morts », avait-il écrit à un producteur de télévision. Cette posture lui avait valu l'étiquette d'intellectuel radical, de nostalgique communiste, voire de vieux grincheux. Mais Landini n'en avait cure. Il avait été torturé à 17 ans pour ses idées. À 90 ans, il n'allait pas les renier. En 2018, alors que l'Assemblée nationale rend un hommage officiel aux derniers survivants de la résistance, Landini n'est pas invité. Son nom n'est même pas mentionné dans la liste des témoins vivants. Une omission ou une mise à l'écart volontaire? Il écrit alors une lettre poignante à ses anciens camarades. « Ce n'est pas moi qu'ils veulent faire taire, c'est ce que nous avons été. » Il ajoute « Ils peuvent m'oublier, mais tant qu'il me restera une voix, je parlerai. » Cette année-là, sa santé commence à décliner. Il continue cependant à dicter des textes à un jeune militant qui lui rend visite chaque semaine. Il suit les actualités avec attention, commande chaque prise de parole de Le Pen, de Valls ou de Finkielkraut. Lorsque l'historien Éric Zemmour commence à être invité sur les plateaux télé pour défendre une autre lecture de Vichy, Landini fulmine. Il envoie une lettre ouverte à plusieurs rédactions, non publiées. Il envoie aussi un courrier au CSA, resté sans réponse. L'homme qui avait autrefois dirigé des actions de sabotage dans le Lyon occupé, qui avait survécu à la torture, qui avait vu mourir ses camarades dans les prisons de Vichy, finissait ses jours dans une indifférence qu'il n'avait jamais redoutée pour lui-même, mais pour ce qu'elle disait de la société. Dans ses carnets, retrouvés après sa mort, une phrase revient plusieurs fois comme un leitmotiv. Le silence est parfois plus violent qu'un affront. Il parlait de ce silence médiatique, politique, institutionnel. Celui qui efface les figures trop droites, trop bruitantes, trop sincères. Mais malgré cette mise à l'écart, Landini ne plia jamais. Jusqu'à son dernier souffle, il refusa les invitations à tourner la page. Il considérait que tant que les idées qu'il avait combattues étaient encore en circulation, son devoir n'était pas terminé. Il n'attendait ni reconnaissance ni excuse. Il exigeait seulement qu'on dise la vérité. Et cela, chers téléspectateurs, semble être devenu, au fil du temps, une revendication subversive. Le 21 septembre 2025, à l'âge de 99 ans, Léon Landini s'éteint dans le calme absolu de sa maison de Saint-Laurent-du-Var. Aucune alerte presse, aucun bandeau défilant à la télévision. Ce jour-là, seuls quelques sites militants relayent brièvement la nouvelle. Le dernier FTP-MOI s'en est allé. Il était seul, sans témoin, dans une pièce modeste où trônaient encore des affiches de la Résistance, des portraits de ses camarades fusillés et un petit poste de radio posé sur une étagère. Ce sont les voisins qui, ne l'ayant pas vu sortir depuis 3 jours, préviennent les autorités. Les secours entrent dans la maison et le trouvent allongé, vêtu d'un pull de laine, un livre ouvert sur la poitrine. Il lisait, semble-t-il, une biographie de Missak Manouchian. Aucune famille proche ne se manifeste immédiatement. Léon Landini n'avait ni enfant, ni conjoint vivant. Sa vie, il l'avait donnée à un combat, et ce combat l'avait accompagné jusqu'au bout. Il n'avait jamais pris le temps de construire une autre forme de foyer. Tout ce qu'il possédait tenait dans quelques cartons, des lettres, des tracts, des médailles jamais encadrées et des centaines de pages manuscrites de réflexions politiques. Sur son bureau, une dernière lettre était en cours de rédaction. Elle commençait par ces mots : « Quand les vivants oublient, les morts crient ». Le jour de l'enterrement, seule une vingtaine de personnes se réunissent au cimetière de la ville. Des anciens camarades d'associations mémorielles, des historiens engagés, 1 ou 2 journalistes indépendants. Aucun représentant de l'État, pas de drapeau officiel, pas de discours de ministre. Une gerbe de fleurs est déposée avec un simple ruban. À notre camarade. Un jeune militant lit un extrait de ses lettres publiques. Je ne pardonne pas à ceux qui réécrivent l'histoire. Je ne pardonne pas à ceux qui taisent les noms des bourreaux. Le silence qui suit est lourd, pesant. Même ceux qui ne partageaient pas toutes ses convictions ressentent à ce moment précis le poids d'une perte irréparable. Il n'y aura plus de témoins comme lui. Il n'y aura plus de voix comme celle-là.
Ce n'est que plusieurs jours plus tard que certains médias nationaux publient discrètement une brève nécrologie. France Info consacre 3 minutes à sa mémoire dans une chronique de nuit. Aucun plateau télé n'organise de débat. Aucun ministre ne commente. Les autorités locales publient un message de condoléances impersonnel sur leur site officiel. Trop peu, trop tard. Dans les semaines qui suivent, un petit collectif se mobilise pour sauver ces archives menacées de disparition. Une université de province accepte finalement de recueillir ces carnets et ces lettres. Un colloque est organisé à Grenoble sous les titres « Mémoire résistante, mémoire dissidente ». Mais tout cela reste marginal, loin des hommages nationaux rendus à d'autres figures plus consensuelles. À la fin de sa vie, Léon Landini répétait qu'il ne craignait pas la mort, seulement l'oubli. Ironie du sort, il est mort dans le silence. Mais ceux qui l'ont entendu ne l'oublieront jamais. Aujourd'hui, Léon Landini repose en paix, sans mausolée ni plaque dorée, mais avec l'intégrité intacte de ceux qui n'ont jamais renoncé. Il ne laisse ni fortune, ni descendance, ni fondation à son nom. Il laisse autre chose, une mémoire indocile, une voix que rien n'a pu verter. Sa mort silencieuse, loin des caméras, pose une question qui dérange. Pourquoi certains héros disparaissent-ils sans hommage, alors que d'autres, moins irréprochables, sont célébrés avec faste? Est-ce la radicalité de ses convictions qui a effrayé la République? Ou bien avons-nous, collectivement, préféré oublier les figures trop dérangeantes? Le patrimoine de Léon Landini n'est pas un héritage matériel, mais un legs moral. Il nous oblige. Il nous rappelle que la vérité historique ne se plie pas au mode politique, que le devoir de mémoire ne s'accommode pas de l'amnésie sélective. À travers ses combats, il a incarné une fidélité sans concession à des principes que notre époque peine à porter haut. Alors, chers téléspectateurs, faut-il tout pardonner au nom de l'unité nationale? Le silence d'État vaut-il l'absolution de l'histoire? Et surtout, à force d'ignorer ceux qui ont résisté pour nous, ne sommes-nous pas en train de perdre la boussole morale de notre pays?